Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Si vous avez à faire la traversée entre Montréal et la Rive-Sud, probablement ce matin que vous avez eu une mauvaise surprise et que vous étiez pris dans la circulation parce qu'il y a des écologistes qui sont montés en fait jusqu'au sommet du pont Jacques-Cartier. Je sais que ça déplaît à bien des gens. Et pour parler de ça, on reçoit aujourd'hui la cofondatrice d'Équiterre et chroniqueuse du Journal de Montréal, Laure Varidel. Bonjour, Laure. Bonjour, Guy. Ravie d'être avec toi pour un moment. C'est un grand plaisir aussi. Comment tu réagis, toi, en tant qu'écologiste, quand tu vois des mouvements radicaux comme ceux-là, par exemple, paralyser la circulation pendant plus de 6 heures? Mais honnêtement, je suis pas surprise parce que je vois que dans le mouvement militant, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, beaucoup d'approches très soft à essayer de faire d'éducation, de la sensibilisation, essayer de convaincre les décideurs. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que il y a pas d'écoute de l'urgence. On en parle tous, on dit oui, il y a urgence climatique, on voit les feux de forêt, on voit les canicules, on voit les gens qui migrent parce que là où ils habitent, c'est plus habitable, mais on est encore collectivement dans le déni quant à l'urgence d'agir tant pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre que pour nous adapter parce que on le voit, ça se multiplie autour de nous, puis nos infrastructures sont pas prêtes. Donc, on n'est pas protégé par les gouvernements et les gouvernements, leur premier rôle, ça serait d'agir pour protéger la santé et la sécurité des populations. Fait que ça m'étonne pas parce que des gens qui savent plus comment agir, ils écoutent les scientifiques, ils se disent mais là on s'en va vers la catastrophe et ils essayent des nouvelles stratégies parce que les autres semblent pas avoir marché. Donc moi c'est ce que j'observe. Puis ce que j'observe aussi c'est que dans le passé, quand il y a eu des grands changements de société comme ce qui devrait nous permettre d'agir pour le climat, mais il y a toujours eu dans les mouvements sociaux des forces qui essayaient d'attirer l'attention d'autres manières que juste le dialogue. Donc, par des actions qui étaient plus spectaculaires, des actions de désobéissance civile comme celle-là. Ça a été vrai pour les droits des femmes, ça a été vrai pour les droits civiques aux États-Unis, ça a été vrai pour la lutte contre l'apartheid et tout ça. Donc, si des fois, on a l'impression, c'est gros, ça n'a pas d'allure, mais en même temps, je pense que ça vaut la peine de se demander pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Puis je pense que le message que les militants ont essayé de faire passer sur le pont, c'était ça, c'était écouter les scientifiques. En même temps, je parlais en éditorial au début de l'émission, je parlais de ça, puis je me disais, oui, mais il y a aussi des causes qui sont plus à droite, par exemple, des gens qui sont contre l'avortement, ce serait un bon exemple, qui pourraient adopter la même stratégie, puis dire, nous autres, c'est ça, il est temps qu'on fasse avancer notre cause parce que les médias n'en parlent pas assez. Donc, parce que c'est ça, vous êtes en train de donner du jus à des gens. Et en plus, ça attire l'attention parce que tout le monde le voit, on en parle, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est comme lancer des pots de peinture sur une toile d'un chef-d'œuvre dans un musée. On dirait que tout le monde en entend parler, mais ça crée une espèce aussi de ressac de, une autre gang de fatigants qui attire l'attention. Donc, il y a un risque à ça, non? Oui, tout à fait. Mais juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, en fait, on l'a vécu pendant la pandémie, les grandes mobilisations qui ont eu cours à Ottawa de bloquer, c'était pas du tout des mouvements qui étaient de gauche du tout. Donc, c'est des mouvements qui généralement s'organisent quand ils ont l'impression que les autres moyens ont pas fonctionné. Donc, mais c'est quand même quelque chose qui, dans bien des cas, fonctionne pour attirer l'attention. La preuve, c'est d'ailleurs qu'on en parle en ce moment. Maintenant, je pense que il vaut quand même la peine de regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est arrivé dans le passé qu'il y a des manifestants qui montent au-dessus sur le pont, puis la police a pas bloqué le pont. Donc c'est aussi un choix politique qui a été fait de dire nous on bloque le pont, on prend pas de chance, mais les policiers auraient pu décider de dire on les laisse aller, ils montent leur banderole, on en parle, mais sans qu'il y ait les désagréments pour la population. Mais en même temps, on a invité ces gens-là à discuter avec nous ici, puis on nous a dit non, on boycotte Cube, puis TVA, puis Journal de Montréal, tout ça. Donc, c'est quand même étonnant de vouloir attirer l'attention des gens. Et quand c'est par des moyens qui sont plus conventionnels, on nous dit « Ah non, on vient pas », puis quand on vient pas, on va aller sur le pont, puis quand on va sur le pont, on dit « c'est parce que les médias ne nous accordent pas assez d'attention ». Il y a quelque chose d'un peu absurde dans ça, non? Ouais, mais moi je suis éco-sociologue, je suis aussi co-instigatrice de Mare au front, fait que ça j'ai comme un point de vue aussi extérieur, j'étais pas dans l'action,
ce qu'ils ont fait à décider de pas parler à ces médias-là en particulier. Écoutez, je sais pas, j'imagine qu'ils vous ont donné les raisons, mais chose certaine, s'ils font ça, c'est pour attirer l'attention, là. C'est pas pour juste le plaisir de monter sur le pont. C'est des gros risques, hein. Faut comprendre ça. Les gens qui font de la désobéissance civile, là, au-delà des risques physiques pour lesquels ils prennent des précautions en étant bien attachés et tout ça, il y a des gros risques d'avoir des poursuites, d'avoir des grosses amendes. Il y a des risques d'avoir un casier judiciaire qui va faire en sorte que tu pourras plus voyager, que tu pourras pas avoir certains postes, certains emplois carrément. Fait que c'est quand même des gens qui réfléchissent aux raisons, tu sais, qui sont très, très motivés à dire, ben, tu sais, je veux que les choses changent, puis je vais essayer ce moyen d'action-là. Puis dans ce cas-ci, ils veulent vraiment attirer l'attention sur le gouvernement fédéral, disant que là, il faut qu'on sorte des énergies fossiles. Le gouvernement fédéral continue à financer les énergies fossiles, à les subventionner. On continue à financer un pipeline à même les fonds des contribuables pour pouvoir extraire et exporter encore plus de pétrole. Donc ça, c'est des choix politiques, énorme, hein? C'est des choix de société. C'est 4,5 millions de barils par jour que le Canada produit. Puis Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, ben écoute, lui est en faveur de ça, mais c'est un ancien de Greenpeace, c'est un ancien de votre gang, ça. Absolument, tout à fait. Puis je suis convaincue qu'il essaie de faire tout ce qu'il peut. Je doute absolument pas de ses valeurs, de ses connaissances quant aux effets des énergies fossiles sur le climat. Il a d'ailleurs fait de la désobéissance civile lui-même. Il a monté la tour du CN, puis c'est pas pour rien quand il travaillait à Greenpeace. Mais je pense qu'il est pris dans une machine politique, une machine fédérale qui fait en sorte que il y a plusieurs provinces qui malheureusement dépendent du pétrole, des énergies fossiles, qui sont très anti-fédérales aussi, donc ils veulent même pas profiter des programmes. Mais qui démissionne, ça va être un coup d'éclat au moins qui va passer un message clair. Mais s'il reste là-dedans, c'est un peu drôle de dire je suis à Greenpeace, puis après ça, je me trouve une job au gouvernement, puis je suis pas d'accord avec le gouvernement, mais je reste pareil. Tu sais, c'est un peu bizarre. Ouais, on peut voir ça comme ça, mais on peut aussi se dire, mais s'il était pas au gouvernement, qui serait là? Puis ça serait certainement quelqu'un qui comprend beaucoup moins bien que lui les enjeux et l'urgence d'agir. Moi, j'ai pas de doute quant à sa volonté. Là où je doute, c'est l'influence des lobbies pétroliers, l'influence des ministères à vocation plus économique aussi, puis une dynamique politique où, tu sais, imaginez si on regarde la position de l'alternative qui risque de prendre le plus le pouvoir, là, même s'il y a aussi le Bloc, on sait qu'il prendra jamais le pouvoir, malheureusement, ni le NPD, il y a peu de chance dans les dynamiques actuelles. Fait que le prochain gouvernement risque d'être encore pire en termes d'environnement, même catastrophique. Il y a un paquet de climato-sceptiques là-dedans. Fait qu'on est vraiment, là, Guy, dans une espèce de cul-de-sac. Puis moi qui travaille sur ces questions-là depuis une trentaine d'années, je veux dire, je suis extrêmement, extrêmement inquiète de voir à quel point on n'est pas dans l'action, à quel point nos gouvernements vont décréter l'urgence climatique, mais en même temps, ils feront rien, ils vont s'engager encore davantage, tant à Ottawa qu'à Québec. Hein. À Québec, on dit on va électrifier le transport, on va aller vers les usines à batterie, tout ça, mais c'est pas là que le gain en réduction d'émissions de GES est le plus rapide, puis ils le savent. On a plein de scientifiques qui ont tracé des feuilles de route pour dire, OK, il faut qu'on s'attaque aux énergies fossiles, effectivement, à l'auto-solo, mais on n'investit pas dans le transport en commun, pas correctement, alors que le transport en commun, c'est bon pour toute la société, notamment les automobilistes, parce que quand il y a du transport en commun, il y a moins de trafic, puis tout le monde est mieux, il y a moins d'émissions aussi de polluants dans l'air, mais on n'a pas ce courage-là. Disons, on pourrait regarder là, allons à Copenhague, allons en Suède, au Danemark, c'est des pays qui ont une qualité de vie exceptionnelle et qui sont parvenus à réduire leurs émissions de GES de manière importante. Fait qu'il y a des solutions. Moi, c'est ça que je voudrais mettre en lumière, c'est qu'il y a des solutions qui sont aussi meilleures pour la santé. Puis si ça vous tente d'aller faire un tour au musée Armand Frappier à Laval, juste à côté du Cosmodome, il y a une super exposition qui met en lumière les pistes de solutions, qui expose aussi les problèmes. Puis les problèmes sont toujours assez déstabilisants, je dirais, quand on prend acte. Mais plutôt que d'être dans le déni, mais retroussons-nous les manches, voyons comment ensemble on peut améliorer la situation puis se préparer à ce qui s'en vient aussi. Parce que des solutions, il y en a plein.
Puis, elles vont amener une meilleure santé pour tout le monde aussi si on s'y met au lieu de se fermer les yeux puis se mettre la tête dans les sables bitumineux. Faut éviter. Merci beaucoup, Laure. Merci d'avoir eu le courage de venir en entrevue plutôt que de monter sur le pont aujourd'hui. C'était Laure Varidel, cofondatrice d'Équiterre et chroniqueuse au Journal de Montréal. À bientôt. Merci, Guy. Au plaisir une autre fois.